Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous remercions vraiment d'être présentes et présents ici ce soir en ce jour de grève historique. Nous remercions également les équipes de l'Institut La Boétie qui ont travaillé toute la journée pour cette organisation, la mise en place technique, qui nous offre la possibilité non seulement de nous retrouver ici ce soir, mais aussi de retransmettre cette conférence exceptionnelle. Merci aussi à la Cité Fertile qui nous accueille. Et enfin, un grand merci à Marion Leclerc qui assurera la lourde tâche de la traduction simultanée ce soir. Oui, merci à tout le monde. Je précise aussi que les coprésidents de l'Institut La Boétie auraient adoré être parmi nous, Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon, mais l'actualité des luttes font qu'ils sont mobilisés ce soir sur divers terrains. Nous sommes très heureux d'accueillir et d'écouter ce soir Andreas Malm, qui a accepté la chaire du département de géographie de l'Institut La Boétie, institut qui a été lancé en février de cette année. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre les activités de la Boétie et à participer aux prochains événements tout aussi passionnants qui auront lieu au mois d'avril. Bien, l'actualité politique du jour et de la réforme des retraites pourrait faire oublier la question climatique. Elle pourrait faire oublier la publication ce 20 mars de la synthèse du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et ses principales conclusions que je vous livre ici. Il existe un espoir ténu de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Près de la moitié de l'humanité vit dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Et ainsi, dernière conclusion, chaque fraction de degré supplémentaire compte. On pourrait donc penser qu'il y a là deux urgences distinctes. En réalité, le déni de démocratie concernant la réforme des retraites a tout à voir avec le déni concernant le changement climatique. La destruction du droit du travail par le néolibéralisme et celle de l'environnement par le capitalisme fossile sont deux versants de l'accumulation du capital et de la lutte des classes. Et Andreas Malm a bien montré, je cite, comment le travail salarié et forcé, quand il était question de la période coloniale, a été et est toujours une condition nécessaire et significative de l'économie fossile. De ce point de vue, le travail d'Andreas Malm est indispensable. Il a montré que le changement climatique n'est pas l'œuvre de l'humanité dans son ensemble, mais bien la responsabilité d'une classe qui contrôle les moyens de production et décide de l'utilisation de l'énergie, autrement dit la classe bourgeoise. L'ouvrage, le suivant, L'anthropocène contre l'histoire, explique ainsi comment le terme anthropocène agit comme un trompe-l'œil commode. Au contraire, parler de capitalocène, cette ère géologique débutant avec l'industrialisation anglaise, et à partir de la fin du XVIIIe siècle, et à partir du développement du système capitaliste, est un préalable nécessaire pour lutter contre la mystification et la paralysie politique. Alors, je vais rappeler qu'Andreas Malm enseigne en fait l'écologie humaine à l'université de Lund, en Suède, au sein du département de géographie humaine. Mais c'est aussi et surtout un militant. Un militant du climat, un militant syndical, qui contribue régulièrement à de nombreuses revues marxistes, comme Internationalen, c'est une revue suédoise, ou Jacobin. S'il est présent en France aujourd'hui, c'est aussi pour participer au rassemblement contre les méga-bassines qui aura lieu ce week-end dans les Deux-Sèvres. Et j'en profite... Oui, on peut l'applaudir pour ça. Et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que lundi soir, après ce week-end militant, il y aura une discussion croisée au cirque électrique, porte des Lilas, donc ce sera lundi soir et il sera aussi, Andreas Malm sera aussi présent. Avec le soulèvement de la Terre, oui, effectivement. Il est l'auteur à la Fabrique de plusieurs livres que vous avez vus en entrant, L'anthropocène contre l'histoire, que je viens de citer, Comment saboter un pipeline, et la chauve-souris et le capital. Au sein du collectif Cette, il a également travaillé sur les liens entre l'extrême droite et le capitalisme fossile dans un livre qui s'intitule Fascisme fossile et que donc vous trouverez tous ces ouvrages en vente à l'entrée de la salle. Tous ces ouvrages donc articulent militantisme et théorie.
Et de ce point de vue, son travail relève sans conteste de la démarche revendiquée par la géographie critique et radicale que nous faisons nôtre ici au sein de l'Institut La Boétie. Cet engagement de terrain, ce souci de la diffusion large des travaux de recherche, c'est une manière de répondre à l'ère de l'urgence chronique dans laquelle nous sommes entrés collectivement. Andreas Malm a accepté de partager ce soir le fruit de ses récentes recherches qui seront regroupées dans un nouvel ouvrage. Donc ce soir, Andreas Malm va nous donner des clés pour savoir où nous en sommes en 2023 de ce capitalocène. À quel stade en sommes-nous aujourd'hui du capitalisme fossile ? Je vous annonce aussi qu'une seconde conférence prévue cet automne portera, elle, plus spécifiquement sur les stratégies politiques. Donc ce soir, cette intervention durera environ 1 heure, ce qui nous laissera un temps d'échange assez important, d'1 heure également. Donc je vais remercier Andreas et te laisser la parole. Voilà. Thank you. Thank you. Do I need this one? Thank you so much for inviting me here. And just to say first that it's very good timing for me to come to Paris at this particular moment. I was at the demo today, and it has happened before, but again now I was incredibly impressed by the political culture that you have in this country that I think is unique in Europe in terms of social mobilization and just the instinct to defend one's social rights when they're under attack. I mean, in my own country, in Sweden, the pension age, the retirement age is 67, and if the government would raise it to 75, I would guess that maybe you'd see a protest of 10 people out in the streets. I mean, it doesn't exist in the country where I live that people go into the streets to defend their rights when they're under attack. So it's amazing. I mean, I don't know if you're going to win the struggle. You might lose it, but at least you have the decency to put up a fight. And it's in your political culture, and it's a recurring phenomenon. And you know, an outside observer like myself almost comes to view this country as like a volcano. It goes quiet every now and then, but sooner or later there's a new eruption, and it's heartening that this volcano is still there when everything else has just completely died. Not everything else, exactly, but on the social front in the rest of Western Europe, it's mostly a graveyard. So should I be shorter in the... Yeah. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici ce soir. C'est une occasion particulièrement importante. J'ai pu participer à la manifestation et comme d'autres fois, j'ai été particulièrement impressionnée par la vigueur de la contestation dans ce pays. Moi, je viens de Suède où l'âge de la retraite est à 67 ans et si le gouvernement se mêlait d'augmenter l'âge de la retraite, il y aurait peut-être 10 personnes dans la rue, mais pas tellement plus. Et c'est vraiment formidable de voir ce mouvement. C'est comme un volcan qui, de temps en temps, entre en éruption et c'est formidable de voir ça. And I mean, I guess we can have a conversation at some point about how a social struggle like the one you're waging here can potentially interact or articulate with an ecological struggle and how the climate and the social fronts how they meet. But I guess we're saving the sort of strategical, tactical debates maybe for later. And what I'll say now will be more in terms of trying to understand the political economy of where we are and what's going on in the world right now on the climate front. Ce qui m'intéresse, ce sera de voir comment est-ce que cette lutte sociale qui est aujourd'hui peut s'articuler à la lutte climatique. Mais je garderai pour la deuxième conférence la question des stratégies politiques en me contentant pour aujourd'hui de dresser un peu un bilan de où en est l'économie politique aujourd'hui. Yeah, so since the term capitalocène was part of the advertisement for this talk, I just briefly mentioned the background to this idea. I think it was already mentioned here, but there's been a debate in science that you might have heard of around this new geological epoch that we're in, and it's generally labeled the Anthropocene.
which is supposed to denote that humanity is now the force that determines the development of most of what's happening in the Earth system. So instead of natural cycles conditioning the climate or biodiversity, it's human actions that are governing de facto what's going on the planet. Yeah. Alors je vais pour commencer dire quelques mots du capitalocène puisque c'est le sujet que j'avais annoncé pour cette conférence. Il y a un débat dont vous êtes peut-être au courant autour de l'anthropocène et autour de l'idée qu'on entre dans une ère dans laquelle ce sont les processus humains qui façonnent le climat et l'environnement et non plus simplement des processus naturels. And this is unquestionably the case. I'm not disputing this fact, and I don't know anyone who can seriously do so. The only problem that I and quite a few others have had is with the narrative, the story that says that it's humanity as such that is the source of these problems that we're having on the ecological front, or that it's all of us together creating the climate crisis, or even that it's humanity as a whole throughout history that has brought us into this mess where we find ourselves. And the critique of this narrative, of course, is that it's a much smaller subsection of people than the species as a whole that has created the problem and that keeps intensifying it. And therefore, perhaps another term is more precise, and so some of us have argued that the capitalocène might be an alternative concept that more accurately pinpoints the source of the problem and the mechanisms that keep making it worse. Alors évidemment, moi j'ai un grand problème avec le récit selon lequel ce serait l'espèce humaine dans son ensemble, nous tous et toutes ensemble, qui aurions causé le problème et les désastres écologiques dans lesquels nous nous trouvons maintenant. Évidemment, ce n'est pas l'humanité entière à travers les âges, mais c'est une beaucoup plus petite portion de l'humanité. Et dans ce contexte, il semble pertinent d'utiliser un terme comme celui de capitalocène qui permet de pointer de façon beaucoup plus fine la source du problème et les mécanismes qui y ont mené et qui continuent d'y mener. Now, in the academic sphere, the debate here is around, can you really say that it's capitalism as such that has been and is causing the climate crisis? Some would object and say it goes much deeper than capitalism. It's human civilization, or it's just perhaps industrial civilization, and some would say, well, look at the Soviet Union, it wasn't much better, so why put the blame on capitalism as such? This is an academic debate, and I will argue here that if we're looking at what's going on right now, or what's been going on over the past few years, I think we can draw a pretty firm conclusion about this debate. Alors, dans le monde universitaire, il y a un débat pour savoir s'il faut dire que c'est le capitalisme qui est responsable. Est-ce qu'il faut plutôt incriminer la civilisation humaine ou la civilisation industrielle? Et puis évidemment, il y a ceux qui mettent en avant le fait qu'en Union soviétique, c'était pas tellement mieux. Mais bon, c'est le débat universitaire et il nous faut regarder où on en est maintenant. So I'll leave the sort of theoretical, conceptual debate on the capitalocène for now and focus on what's been going on in the first, let's say, 3 years of this decade, so from 2020. So as you might remember, although it already feels a long time ago, 2020 was the year of the pandemic of COVID-19, and then something highly unusual happened, namely CO2 emissions fell worldwide. So the lockdowns that closed the highways of the world economy cut the total of CO2 emissions in the world by around 5 or 6% in 1 year. Alors, je vais laisser pour l'instant là la question du débat sur le capitalocène et me concentrer plus précisément sur les 3 premières années de la décennie 2020 qui ont été marquées par la pandémie de Covid-19 et par un changement très insolite qui est que d'un coup, les émissions carbone ont été réduites et elles ont été réduites d'à peu près 5 ou 6%. Climate policy had nothing to do with this. It was squarely the result of measures for slowing down the spread of the virus. But as you also might remember, 2019 was a year when the climate movement
sort of crested with the wave of mobilizations that we had reached its height, and therefore at the early stage of the pandemic there were all these ideas and proposals floating around for a green recovery or building back better, or using the pandemic as the opportunity to initiate the transition that was already then long overdue. All of this came to absolutely nothing. Alors, la réduction des émissions qui s'est produite après la pandémie et du fait de la pandémie n'avait en fait pas grand-chose à voir avec le mouvement pour le climat, puisqu'elle était juste la conséquence des mesures prises pour essayer de restreindre la circulation du virus. Mais ceci dit, les années juste avant la pandémie étaient aussi des années de pic d'activité pour le mouvement pour le climat. Et donc, à la suite, pendant et à la suite de la pandémie, il y a eu plein de propositions faites, avec l'idée qu'on devait se servir de cette réduction d'émissions résultant de la pandémie comme une espèce de tremplin pour continuer dans la même voie. Already in December 2020, as the lockdowns receded, the world economy was back in full swing when it came to CO2 emissions. And in the following year, in 2021, we had the single largest spike in annual CO2 emissions ever recorded. So, one might imagine that something like this would happen at the early stage of the climate crisis before it had come fully into view. But by 2021, the world had seen at least 1.1 degree of average global warming, 6 IPCC reports, 26 COPs, and immeasurable suffering for the most affected people and areas. And still it generated the largest surge in absolute emissions, the one factor that directly determines the pace of global warming in recorded history. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque après la pandémie, dès 2021, les émissions de carbone ont repris de plus belle et on a même enregistré la plus importante hausse d'émissions carbone. Et pourtant, tout le monde était prévenu. Il y avait déjà un réchauffement climatique d'à peu près 1,1 degré. Il y avait eu plusieurs COP, des rapports du GIEC, etc. Et ça n'a pas empêché cette hausse massive des émissions carbone, qui sont le premier facteur responsable du réchauffement climatique. And on it continued in 2021 with another increase in global CO2 emissions by around 1%. And nothing indicates that this was the end of the growth of CO2 emissions on a global scale. Now, it's not exactly as if these years have been without vivid illustrations of the impact of emissions. Et la hausse des émissions carbone a continué et rien n'indique qu'elle risque de s'arrêter, alors même qu'on est de plus en plus confronté au spectacle très visible des désastres et des catastrophes qu'elle cause. It feels like every summer in particular is a season of disaster that is worse than the previous one. And I'm sure you in France remember what happened in this country last summer. It's very likely to get worse. We don't know if this particular summer will be worse than in 2022, but the problem of global warming is hardwired to exacerbate. So it's not like what happened last summer is a new normal or a new average. It's global warming, which means that these things will get worse. Et en fait, c'est l'été en particulier qui est une saison de désastres et de catastrophes. Vous vous souvenez sans doute de l'été passé en France et dans le monde. Et on ne sait pas ce à quoi ressemblera l'été prochain, mais les désastres auxquels on a déjà assisté au cours de l'été passé peuvent tout à fait devenir une moyenne et empirer. And we should keep in mind that whatever happens in Europe is a breeze compared to what's playing out in the global south. And last summer, the worst disaster probably was the one in Pakistan, where an extreme heat wave and very rapid melting of the glaciers was followed by a freakish monsoon that put around a third of that country underwater, including normally very dry parts of the country in Balochistan and elsewhere, and killed something around 2,000 people in the immediate floods, and destroyed a housing stock equivalent to that in Denmark, and caused absolutely tremendous destruction for a poor country that has done very little to contribute to the problem of global warming.
Et il faut bien avoir en tête que ce qui se passe en Europe, c'est une brise légère comparée aux tornades qui arrivent ailleurs. L'été passé en particulier a été particulièrement éprouvant pour le Pakistan, où se sont combinées une vague de chaleur sans précédent et une mousson inhabituelle qui ont causé des inondations, qui ont causé au point de mettre à peu près un tiers du pays sous l'eau, y compris des zones habituellement plutôt sèches, et des milliers ont causé du tort à des milliers de personnes, et une destruction aussi du parc immobilier équivalent à celui du Danemark. Now, I mean, I could enumerate all the disasters that have taken place over these years since 2020, but it wouldn't really make a big difference. You know, just by consuming the news or just by living, even in a country like France that's reasonably well off, that we're living in a time of constantly escalating climate disasters. And everything that has happened so far has happened before we've had global warming with 1.5 degrees on average. This is generally identified as a boundary between a certain, to some extent, manageable level of global warming and something drastically worse. And we are now getting pretty close to that critical threshold. Alors je pourrais continuer longtemps à énumérer des désastres, mais bon, vous voyez déjà un petit peu l'idée. Et en tout cas, tout ceci s'est passé alors même qu'on n'avait pas encore atteint le réchauffement de 1,5 degré, qui est de façon consensuelle fixé comme un seuil critique à ne pas franchir, et dont pourtant on est en train de se rapprocher très rapidement. And last year, the World Meteorological Organization announced that in the next 5 years, there will be a 50-50 chance that 1 year has an average temperature of 1.5 degree of global warming relative to the pre-industrial baseline. So it's a 50-50 chance that any of those 5 years will exceed this threshold. L'an dernier, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé qu'il y avait 50% de chances pour que, au cours des années suivantes, une de ces années atteigne la température de 1,5 degré. Now, a single year can be a fluke. It can be some kind of a fluctuation, and we might already see this happen next year because scientists believe that we are now moving into an El Niño phase of the La Niña-El Niño oscillation, which means that we'll get a pulse of natural warming superimposed on the anthropogenic warming that comes from fossil fuel combustions. We might already see a spike in global temperatures that takes us above 1.5 degrees in 2024. We don't know, but it can happen, and it's getting more and more likely by the year and by the month, virtually. Alors, bon, évidemment, si ça se produit juste sur une année, ça pourrait être de la malchance et pas assez représentatif, mais les scientifiques pensent maintenant qu'il y a toutes les chances pour que cette tendance s'accentue et qu'on arrive au réchauffement de 1,5 degré. Or another method for measuring how close we are to 1.5 is to count what remains of the so-called carbon budget. So you can quantify how much more CO2 can be dumped into the atmosphere before we've reached a point where the amount of CO2 in the atmosphere corresponds to roughly 1.5 degree of average global warming. And it turns out that we can continue as last year for another 9 years. And if we keep global emissions on the level of 2022 for another 9 years, there will be nothing left of that carbon budget. Which means that if we are, after those 9 short years, going to avoid exceeding 1.5 degrees, we would have to turn off all fossil fuel combustion overnight from 1 year to another, which is obviously not going to happen. Alors une autre façon de mesurer le risque, c'est de s'intéresser au budget carbone qui reste, c'est-à-dire au carbone qu'on peut encore émettre dans l'atmosphère. Et là, les calculs sont que si on continue à émettre autant qu'on l'a fait ces dernières années, il nous reste à peu près 9 ans, et en 9 ans, on aura épuisé tout le budget carbone qui nous restant. Et alors là, la seule solution pour ne pas dépasser le seuil du 1,5 degré, ce serait que les émissions cessent drastiquement du jour au lendemain. Okay, so what would it take to respect the boundary of 1.5 degrees?
Well, the world was ushered into this decade with the injunction from the IPCC that emissions must be cut by half until 2030 for the world to have some chance, some decent chance, roughly 50%, of staying below 1.5 degrees. And what that implies in turn for fossil fuels is quite obvious. Oui. Alors, l'injonction du GIEC au début des années 2020, c'était qu'il fallait que les émissions carbone soient réduites de moitié d'ici 2030. In 2021, the International Energy Agency made quite a splash with a report that said very clearly that there can be no new fossil fuel installations if we are going to have a chance to keep warming below 1.5 degrees. No new coal mines, no new coal-fired power plants, no new pipelines for oil and gas, no new fossil gas terminals, and so on. And so, International Energy Agency, it's not a revolutionary Marxist outfit. It's like for fossil fuels what FIFA is for football. It's the organization that was set up to counteract the OPEC and defend the interests of advanced capitalist countries in petroleum consumption. So when they said this in 2021, the response from the business press, Wall Street Journal, Financial Times was quite a shock, and it was a message that really rang out to the fossil fuel industry as a kind of a signal that if we're going to have any chance of preventing crossing this threshold, all expansion of fossil fuel infrastructure must discontinue now. Alors, ce seuil fixé par le GIEC a des implications évidentes pour l'industrie des combustibles fossiles. Et ça a été bien dit par l'Agence internationale de l'énergie, qui en 2021 a produit un rapport disant que si on voulait pouvoir tenir la réduction de moitié des émissions d'ici 2030, il fallait qu'il n'y ait aucune construction de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles, qu'elles soient charbonnières, pétrolières ou gazières. Bon, et on ne peut pas accuser l'Agence internationale de l'énergie d'être un groupe marxiste révolutionnaire. C'est à peu près au football, enfin c'est à peu près au climat ce que la FIFA est au football. Et pourtant, ils ont produit ce rapport, et ce rapport a beaucoup circulé, a beaucoup alarmé notamment l'industrie pétrolière. I have a slide, and I think I might as well ask you to put this on now. There it is. Where do you see it? Oh, you see it there. Yeah. So you see the historical graph, and the blip or the drop that's close to the final point is the COVID pandemic, and then it continues up again. And the first green line shows how rapid emissions must fall for us to have a chance to stay below 1.5. Then you have the next yellow line, which is how rapid emissions would need to fall to take us to 1.7, and the red one is to 2 degrees. So we are up there at the top of the green line, and if we're going to have any chance of going down that pathway, we need to make sure that there is no new fossil fuel installations being built. Now, what's happening on the ground in actually existing capitalism is the exact opposite. Alors, ce que vous voyez sur le graphique, la chute qu'on voit sur la ligne noire peu avant la date d'aujourd'hui, en fait, ça correspond à la réduction d'émissions qui a eu lieu pendant la pandémie. Et juste après, vous avez 3 lignes vertes, jaunes et rouges. La première correspond à la réduction d'émissions qui doit se produire si on veut ne pas dépasser les 1,5 degrés. La deuxième, si on veut ne pas dépasser 1,7 degrés. Et la troisième, la rouge, si on veut ne pas dépasser 3 degrés. Et nous, on est à peu près en haut, 2 degrés, excusez-moi. On est en haut de la ligne verte. Et il faut voir ce qu'on peut faire si on veut pouvoir effectivement suivre cette voie. And it's here that those abstract questions about is it capitalism, is it humanity, is it industrial civilization, or something like that, really become concrete, because now is crunch time. Now is the real moment of truth when we can study in real time
what mechanisms are taking us to a place where we don't want to go, and what are the drivers of a pretty disastrous dynamic. Pardon. Donc en fait, ce qu'on doit faire pour si on veut respecter ne pas dépasser le 1,5 degré, c'est ne pas construire de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles. So during the pandemic, we had this unprecedented collapse in demand for fossil fuels because no one was taking airplanes or driving their cars for a few months, and oil prices plunged and profits as well. But this began to change already in late 2020. Bon, et du coup, tous les débats que j'ai évoqués plus tôt sont devenus des questions concrètes. Alors, pendant la pandémie, les émissions ont été réduites parce que plus personne ne prenait l'avion, plus personne ne prenait la voiture. Mais ces choses ont très rapidement changé, ces tendances ont été inversées dès l'après-pandémie dès 2021. And the one lasting consequence of the pandemic here was that it created, for a while, a bottleneck in fossil fuel supplies, because fossil fuel companies cut back production to adapt to lower demand during the pandemic. And then when demand came surging back, there was this bottleneck that created a surge in prices starting in late 2020 and continuing in 2021. And this surge in prices, in turn, caused a major profit boom. And it's important to note that this boom started already in 2021, before the war in Ukraine. En fait, ce que la pandémie a causé, c'est une espèce de goulot pour l'offre en combustibles fossiles, puisque les compagnies ont réduit leur offre pendant la pandémie, mais ensuite, quand l'économie a repris, elles ont pu réaliser des profits très importants. And then, of course, with the war in Ukraine, with the Russian invasion, you had the West embargoing a major source of oil and gas supply and trying to take it out from the market, which led to another surge in prices, which in turn led to this absolutely extraordinary profit bonanza for the fossil fuel industry in the year 2022, where the big 5 private oil and gas companies, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, and the French company Total, all made the largest profits in the entire histories of these companies. Et évidemment, un autre événement a été le début de la guerre contre l'Ukraine et les mesures prises par l'Occident pour essayer de mettre sous embargo le pétrole russe et de l'exclure du marché. Et ça a généré une nouvelle hausse de prix record qui a permis aux géants de l'industrie des combustibles fossiles, notamment aux 5 plus grands, donc ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total en France, de réaliser des profits records comme jamais. Although none of these private companies measured up to the mightiest giant of them all, Saudi Aramco, which in August of last year posted a quarterly profit believed to be the single largest quarterly profit ever posted by a private capitalist company. So a candidate for the largest profit in the history of the capitalist mode of production. And this news came just as Pakistan was underwater. Et pourtant, ces profits étaient très faibles comparés aux profits encore plus gros réalisés en Arabie Saoudite. Et pourtant, ces profits sont arrivés. Enfin, la nouvelle de ces super profits sont arrivés au même moment que celle des désastres au Pakistan. So the worse things become on the climate front, the more extreme the disasters, the more the fossil fuel companies are swimming in money. And there's this, by now, fairly famous quote from a boss at BP who said, this was in late 2021, so before the war, he said, we're getting more cash than we know what to do with. But it's pretty clear what they're doing with this cash. I mean, what do capitalist companies do when they have profit? Well, they shower the shareholders in money, but they also pour some of this profit back as reinvestment, or what we call in Marxist terms, expanded reproduction. So some of the profit goes back into investing in expanding the facilities that generate profit so that more profit will be produced.
Donc en fait, plus les catastrophes naturelles se multiplient et pourtant plus les compagnies de combustibles fossiles continuent à produire. Certaines se vantent même d'avoir plus de liquidités qu'elles ne savent, qu'elles ne peuvent utiliser. Et en fait, tout cet argent, il a deux emplois. Bon, d'un côté, il est reversé sur les actionnaires, mais de l'autre, il est aussi réinvesti dans la production, ce qu'on appelle en termes marxistes la reproduction élargie. Et donc cet argent sert à remettre de l'argent dans la machine de la production des combustibles fossiles. So not one more pipeline can be built if the world is to avert warming by more than 1.5 degrees. But last year, there were 119 oil pipelines under development in the world with a total length enough to encircle the globe at the equator more than 8 times. Alors, pour ne pas franchir le seuil des 1,5 degrés, il faudrait ne construire plus un seul pipeline. Et pourtant, il y en a 119 qui étaient en cours l'an dernier pour une longueur totale suffisante pour faire à peu près 8 fois le tour de la Terre. Not one more gas pipeline, but in last year there were 477 in progress with a combined length enough to encircle the globe 24 times. Not one more coal mine, but underway were 432 new mines. Not one more coal-fired power plant, but underway were 485 new. Alors, malgré le fait qu'on ne doit pas construire un gazoduc en plus, en 2002, il y en avait 477 qui étaient en travaux, pour une longueur totale combinée qui correspondrait à peu près 24 fois le tour de la planète. On ne doit pas construire une mine ou une usine minière de plus. Et pourtant, 432 nouvelles mines et 485 nouvelles usines étaient lancées. And these figures are from before the oil and gas and coal companies revised their investment plans in accordance with the profit boom of last year. So now they're planning even more stuff. ExxonMobil declared towards the end of last year, I quote the CEO, "We will continue to invest in our advantaged projects to deliver profitable growth." End of quote. And that's a completely generic statement for any capitalist company to the point of blandness. But this is what they're planning, this is what's going on, and it's as if these things are playing out in a parallel universe to what's unfolding on the ground in Pakistan, or I mean, even here in France during last summer. It seems like there's no feedback between what's happening on the climate front, the experience, the suffering, and the science of what's going on there, and what these companies are calculating and planning for in terms of investment. It's like a complete disconnect between the two. Et pourtant, tous ces projets ont été faits avant même que les projets de ces entreprises soient revus à la hausse suite au profit de l'an passé. Le PDG de ExxonMobil promettait à ses actionnaires de continuer à investir pour pouvoir leur offrir une croissance toujours plus rentable. Et il semble du coup qu'il y ait une espèce que ces compagnies, ces entreprises existent dans une espèce d'univers parallèle et qu'il n'y a aucune espèce de contact ou de retour entre l'expérience vécue de ces catastrophes dans le monde, au Pakistan mais aussi en France, et le niveau de ces entreprises pétrolières. And again, already prior to the revisions, after the profit bonanza of last year, ExxonMobil aimed at increasing oil and gas production by 8% to 2027, Chevron by 16%, Saudi Aramco by 16%, Total by 13%, and on and on and on. So every company in this business has a portfolio of projects whose construction and full implementation would take the world far beyond 1.5 degrees. And the single company that is worst in this respect, according to reports, is Total. Et alors en fait, toutes ces compagnies pétrolières
ont des projets pour augmenter leur production pétrolière et gazière. Bon, alors avec des pourcentages différents, 8% à peu près pour ExxonMobil, 16% pour Chevron, 16% aussi pour Saudi Aramco et le pire c'est Total. Et si tous ces projets sont menés à bien, évidemment, ça implique qu'on dépasse le seuil des 1,5 degrés. And the moves that constitute Total as possibly the most aggressive company in terms of projects that are entirely incompatible with any 1.5 pathway are the moves happening in Southern Africa. And as impressive as French political culture is on the streets of Paris, as revolting, I have to say, I find the French imperialism that is happening in countries such as Uganda, Tanzania, and Mozambique, and elsewhere in that region. Et le projet le plus agressif de Total est celui qui met le plus en péril la voie de la limite à 1,5 degré du réchauffement, c'est son projet de pipeline en Afrique de l'Est et l'impérialisme français en Ouganda et dans le reste de l'Afrique. We should talk for a long time about what's going on in northern Mozambique, in the Cabo Delgado province, where, according to recent reports, Total has become this kind of, almost colonial company, East India company-like, that virtually runs this province after the insurgency that's been going on there has been more or less suppressed, and now is sort of taking over, assuming the roles of state authority in that province. But the project that really stands out is, of course, the East Africa crude oil pipeline. Et donc, je ne veux pas m'étendre sur ce qu'a fait Total dans le nord du Mozambique, où elle en vient presque à se substituer à l'autorité de l'État. Mais le projet donc, qui se dégage le plus est ce projet d'oléoduc, de pipeline de pétrole brut dans l'est de l'Afrique. This pipeline, which had its final investment decision, the moment when capital is definitely dedicated to an enterprise or venture last year, is slated to be the world's longest heated crude oil pipeline. So the oil is viscous, so it has to be heated in this pipeline. And it's going to carry pipeline from the oil fields around Lake Albert on the border between Tanzania and the Democratic Republic of Congo and cut through between Uganda and the Democratic Republic of Congo and cut through Uganda and Tanzania until it reaches the coast, where this crude oil will be taken to the world market and generate annual emissions roughly twice as large as the combined emissions of Uganda and Tanzania. Alors, c'est un projet du plus long oléoduc de pétrole brut chauffé qui partirait de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, traverserait l'Ouganda et la Tanzanie pour aller jusqu'à la côte. Et il risquerait de générer en émissions 2 fois celle de l'Ouganda et de la Tanzanie combinées. These are the kind of projects, I've just mentioned a few here, but these are the kind of projects that these companies are pouring their profits back into to expand and to get even more profits. And the logic here is not that these projects are necessary for energy production, because the situation now is that across the board, renewable energy is cheaper than fossil fuels in terms of production per unit of energy produced. Solar and wind is almost everywhere cheaper than fossil fuels when it comes to electricity production. Et voilà le genre de projets dans lesquels investissent ces compagnies pour générer de nouveaux profits, alors même que l'énergie solaire et éolienne est à peu près partout moins chère. It's only that for these companies, renewable energy is far less profitable, and the cheaper renewable energy becomes, the less profit you can make out of it. So generally the internal rate of return, or roughly the rate of profit for fossil fuel projects, might be around 20% for a company like Total, whereas out of renewable energy you might get a profit of, in the best case, 3 or 4%.
En fait, les énergies solaires et éoliennes sont bien meilleur marché et du coup, elles sont moins rentables pour des compagnies comme Total. Le taux de retour sur investissement pour des combustibles fossiles peut être de 20%, alors que pour des énergies renouvelables, c'est plutôt 3-4%. There's been one of the big oil and gas companies that has had a kind of image as being more environmental than the others and more interested in renewable energy than the others, and that's BP. But the CEO of BP just announced a month or two back that BP is going to cut back on its renewable energy plans because they are not generating as much profit as fossil fuels. And also, companies like ExxonMobil, who really hasn't cared about renewable energy, seems to have made larger profits than BP. So BP is adjusting to the competition because these capitalist companies are under compulsion to maximize their profit. So if a competitor surpasses your company, you need to do something to not lose out in this competition. So therefore BP said, okay, we're actually going to increase our investments in fossil fuels instead and reduce those in renewables below what we've said we'd do previously. Alors il y a une compagnie qui jusque-là avait semblé s'intéresser un peu et investir davantage dans les énergies renouvelables, c'est BP. Mais BP est désormais en train de faire machine arrière et de réduire ses investissements dans les énergies renouvelables parce qu'elles sont moins rentables et parce que BP a vu aussi son chiffre d'affaires se réduire par rapport à ExxonMobil qui, lui, ne s'était pas du tout intéressé aux énergies renouvelables. Et donc, dans ce contexte de concurrence, puisque les entreprises capitalistes sont poussées par le besoin de maximiser leurs profits, BP est en train de fermer la porte aux énergies renouvelables. And when BP made this announcement, the CEO explained the logic behind it in these words. We are going to be driven by value. That's what we are going to be driven by. And if we see value, we'll do it. If we don't, we won't, end quote. And value here, of course, is a code word for profit. So what he's saying here is that we as a company are going to go for the things that give us profit. And if that's fossil fuels, then that's what we're going to do. And it's precisely with this logic that these companies are acting because that's how the system operates. Et le BP a annoncé que en fait, ce qui allait motiver leurs actions, c'était la valeur. Bon, valeur ici, c'est de façon très transparente un autre mot pour profit. Et c'est la logique selon laquelle agissent ces grandes compagnies. Et si ce sont les énergies fossiles qui sont rentables, eh bien, ce sont les énergies fossiles qui vont être privilégiées et dans lesquelles ces compagnies vont investir. I think 7 words from Theodor Adorno sum up pretty well the situation in 2023 after 3 years of this decade. Society is not in control of itself. Things are now out of control. Things are completely, infernally out of control because the classes ruling this planet seem bent on burning it as fast as physically possible. And nothing, absolutely nothing has yet reined them in to even the most minimal degree. So capitalist society is here enacting a complete disassociation between the reality of climate breakdown and the interior drives of capital accumulation on the other. Et en fait, quelques mots d'Adorno résument bien la situation, c'est-à-dire la société ne se contrôle pas, la société a perdu tout contrôle, les choses sont hors de contrôle. Et les choses... Ah oui, pardon, parce que en fait, la classe capitaliste est déterminée à brûler la planète aussi vite qu'elle le peut. Oui, voilà. Yeah. So in the physiology of this highly peculiar kind of society, no synapses connect the information and experience of the catastrophe with the centers of decision-making, above all, the centers of decision-making about what energy sources to use. It doesn't matter what people are going through along the Indus or what's playing out in France in summertime, nor does it matter what the International Energy Agency says. These things are running amok completely. C'est comme s'il manquait des synapses, en fait,
pour connecter le niveau de l'expérience et le niveau des compagnies pétrolières. Et ce qui se passe sur le terrain n'a aucune espèce d'impact. Et ces compagnies continuent à investir comme si rien ne se passait. So what's going on right on the threshold of 1.5 degrees of global warming is, it seems, a fossil fuel frenzy where governments, because we should remember that much of this is either owned by states or under the control of governments in one form or another, and businesses, doing everything they can to extract more fossil fuels around the world, be it in the rainforests of Central Africa or in the Norwegian Arctic, and throw these fuels on the fire. And this means that on this threshold, very close to 1.5 degree of global warming, if we're going to avoid crossing that limit, we need a complete turnaround and as abrupt a rupture with ongoing trends as you can imagine. This is what the graph that I showed you demonstrates pretty clearly, that it's the previous one, an absolute rupture that is required if we're going to do this. And the same goes for 2 degrees, by the way. On est proche du seuil de 1,5 degré et les acteurs impliqués de ne pas y faire quelque chose, donc les acteurs ce sont les grandes entreprises mais aussi les États qui peuvent réguler le processus. Et si on veut que le seuil critique des 1,5 degrés ne soit pas dépassé, il faut une rupture majeure. You could say now that climate politics has become, virtually by definition, revolutionary politics, in the sense that from now on, if not earlier, any attempt at meaningful mitigation of this crisis would have to waylay the dominant classes with a force and confrontational resolve unlike anything in the common memory or imagination. En fait, la politique du climat est devenue d'elle-même et un peu de façon structurelle révolutionnaire. And this is not a communist fantasy, it's virtually a mathematical certainty that stems from the cumulative character of the problem. The more CO2 that is dumped in the atmosphere, the warmer the Earth will be, in virtually perfect proportion. And if a lot has already been dumped, not much more can be so before some crucial line is crossed. But if more CO2 is still at that point being dumped, and if the dumping even increases in volume, then the only option left is to violently slam the brakes, or else the line will be crossed. Et en fait, tout ça, c'est juste un calcul arithmétique, un calcul de la quantité de carbone accumulée et qui peut encore s'accumuler. Et si davantage d'émissions carbone si les émissions carbone continuent, si le carbone continue à s'accumuler, la seule chose à faire, c'est d'appuyer très très brutalement sur les freins. We can then adapt a phrase from Ernest Mandel and say that revolution is born out of the historical delay of mitigation. Revolution not necessarily as actuality, but as logical necessity. Et on peut donc adapter les propos d'Ernest Mandel en disant que la révolution est née d'un délai ou d'un retard historique de l'atténuation. So I'm leaving revolution here in a fuzzy, intuitive sense. I'm not going to go into the detail of what I mean or what anyone else means in this context, but it's fascinating to follow climate scientists who have no background in revolutionary politics beginning to adopt this language. So I'll just quote one, Kevin Anderson, a very much respected professor in Manchester and Uppsala, writing in Nature, I think it's last year, he writes, I quote, "In the 1990s, technocratic approaches could have reduced emissions, but this opportunity was squandered, and climate change is a problem of cumulative emissions. Ongoing failure to mitigate emissions has pushed the challenge from one of moderate change in the economic system to a revolutionary overhaul of the system," end quote.
And you hear similar lines, similar phrases from, for instance, the UNEP, the United Nations Environmental Programme, calling for a root and branch transformation of our society as the only option left. Yeah. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la révolution, mais ce que je trouve amusant, c'est juste que c'est de plus en plus ce qui est la conclusion auquel arrivent des chercheurs et des militants qui ont pourtant qui ne viennent pas particulièrement d'une culture révolutionnaire. Je vous en cite juste un exemple, Kevin Anderson, qui est un spécialiste très respecté à Manchester et à Uppsala, qui a dit récemment qu'en fait, il y a eu un moment, une possibilité de changement climatique par action technocratique, mais en fait, ce changement n'a pas été fait et l'occasion est maintenant manquée. Et la seule solution de faire quelque chose maintenant, c'est un changement beaucoup plus radical et révolutionnaire. And we should note that this talk of revolution or complete societal transformation that is coming from the IPCC and UNEP and the climate scientists is formulated at a high level of abstraction. So this is revolution as theorem, basically, as arithmetic necessity. It's not like there's a Petrograd Revolutionary Military Committee waiting to strike, or that these institutions have successfully organized the masses and turned them into. I mean, it's completely detached from any real revolutionary politics. It's just the insight that the only remaining option, if we're going to prevent crossing these thresholds, is to completely transform society in very, very short time. Alors, il faut préciser qu'évidemment, ce genre de discours que tient par exemple le GIEC, c'est de la révolution, mais à un niveau très abstrait. C'est presque plutôt un théorème qui est déconnecté de toute conception plus sociale ou politique de la révolution. Mais en tout cas, tous ces gens partagent la même intuition que seul un changement révolutionnaire peut empêcher de franchir le seuil du 1,5 degré. Just one final example from science and how it's developing. We see a trend where parts of the research community, because of this situation being so critical, is going further down the road of questioning the existing social order. So for instance, in last year, Nature Climate Change, the top journal of climate science, published a wide-ranging essay by a team of pretty prominent researchers arguing that, I quote, conventional interventions are simply not fast nor deep enough to slow climate change. Instead, radical interventions are required. And by radical, they mean attacking the root drivers of a problem, not the causes. Et pour vous donner encore un dernier exemple, même dans la revue Nature, c'est ce genre de propos qui sont mis en avant, et donc on voit bien qu'il y a une radicalisation des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces sujets, puisque un article paru récemment dans Nature disait que les solutions conventionnelles ne fonctionnent plus et que donc ce sont des interventions radicales qui seules vont permettre de régler le problème en s'attaquant à sa racine. So what are the root drivers? Well, according to this team of researchers, it's first of all capitalism, followed by, quote, asymmetrical power relations, colonialism, global inequality, exploitation. Again, with no discernible link to any revolutionary mass organizations, this team claimed to know that, quote, there is now serious appetite for deep radical intervention as we define it here, and substantial likelihood of broad-scale acceptance, end quote. Bon, et cette équipe de chercheurs liste parmi les facteurs et les raisons du problème le capitalisme, l'exploitation, les inégalités à échelle mondiale, etc. Et donc affirme même qu'il y a maintenant un appétit pour ce genre de changement radical et estime donc que ce genre de changement pourrait être assez même largement accepté. And I think that what's going on right now, and what's been happening over the past 3 years, I mean, it's been brewing for a long time, but it's been more and more evident and conspicuous since roughly the pandemic, is that what's taking us very close to and potentially above the threshold of 1.5 degrees is not some universal humanity
enacting its inner dispositions. It certainly can't be blamed on the Soviet Union, which is long dead and gone, and it can't be attributed to feudalism or to civilization in general. It's very specifically and clearly capitalist mechanisms of profit maximization that are driving us at top speed towards 1.5 degrees. Bon, et en fait, les leçons assez claires de la pandémie, c'est qu'on sait qui est responsable. C'est pas l'humanité tout entière, c'est pas l'Union soviétique, c'est le capitalisme et les logiques capitalistes de maximisation des profits qui nous conduisent tout droit dans le mur. Yeah, so when push comes to shove and when it really is time to adjust things to what has to be done, it's being, it's proven almost impossible because of the way capitalism works. And the way that the ruling classes are dealing with this, as the trends currently indicate at least, is to say that we are going to miss the 1.5 target, and we're going to see temperatures rise more than 1.5, potentially more than 2, and instead we have to do something else. Bon, il est temps d'ajuster les choses, mais ajuster les choses, c'est presque impossible, étant donné la façon dont fonctionne le capitalisme et les classes capitalistes. Et donc, elle commence à dire, bon, en fait, on ne va pas réussir à respecter le seuil des 1,5 degré, on va peut-être grimper jusqu'à 2 degrés, et c'est comme ça. And here the second slide, and then I'll just wrap up with this. So, the new buzzword in climate politics is overshoot. And there is now something called the Overshoot Commission based in this city, directed by Pascal Lamy, who might be an old acquaintance for you. He and his friends, former presidents and prime ministers and business leaders and others around the world, are now looking at what the world is going to do once we pass 1.5. And there are generally three prongs or parts to the response. One is we need to learn to adapt to unavoidable climate impacts. Tell that to the peasants and workers in Balochistan and elsewhere. And second, we're going to have to draw down carbon dioxide. So the idea is that we can pass the threshold and see temperatures rise above 1.5, maybe above 2 even, but then we can go back by taking the CO2 that is emitted in the meantime and draw it down and return it below ground and therefore reduce temperature and go back to 1.5. Alors maintenant, on est arrivé au point où on réfléchit plutôt à comment faire après le dépassement des 1,5 degrés. Il y a une commission même consacrée spécialement à ça qui existe dans cette ville. Et maintenant, l'idée, du coup, c'est de réfléchir aux différents scénarios après le franchissement du seuil des 1,5. Soit ça continue, soit on peut éventuellement, après le franchissement, revenir au 1,5. And the third thing is solar geoengineering, where the idea is that we need a technology that can immediately cut temperatures on Earth. And the only technology that we know that has the potential to do that is stratospheric aerosol injection, so sending planes high into the stratosphere to inject aerosols, soot, to block some of the incoming sunlight and thereby reduce temperatures on Earth. These three things are forming now the core of the emerging overshoot ideology, where the underlying idea is that we can't prevent things from continuing as they are now. We can't have this revolution that is needed, so we're going to see temperatures exceed 1.5, possibly also 2 degrees, and therefore we have to instead adapt and remove CO2 and do geoengineering. And given the balance of forces in the world today, I think we on the left, broadly, need to prepare for this new terrain of climate politics, where these things, adaptation, removal, and geoengineering, are going to more and more come to the fore. Bien, donc il y a du coup 3 voies possibles. La première, on s'adapte. La deuxième, on revient au 1,5 degré grâce aux émissions négatives, donc en éliminant le carbone dans l'atmosphère. Et la troisième solution, ce serait des technologies pour modifier le rayonnement solaire et notamment bloquer en fait les rayons du soleil pour empêcher le réchauffement de la surface de la Terre. Et il faut bien avoir ça en tête parce qu'en fait c'est ce nouveau terrain maintenant dans lequel se situe la politique du climat et le mouvement pour le climat.
Now, I could go into some detail on each of these three things. I don't know if you can make sense of the graph here, but yeah, I'll leave it there. This is a typical overshoot graph. The idea is that business as usual continues this way, but then you have emissions reductions, but you also need those negative emissions, or carbon drawdown, and solar radiation modification or geoengineering to get back down to a tolerable level. However, the point that we always have to insist on, and that is entirely evident from all the science, is that the only thing that will really work to slow down climate change is to cut emissions. There is no way that you can replace that task, that mission, with these other things. It's never going to get things under control. It's just that these things are presented as alternatives that have a very great potential for distracting from the central struggle, which remains taking these investment trends under control and starting to dismantle fossil capital. I think I'll leave it there. Yes. Alors, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps sur ce graphique, parce qu'en fait, la chose la plus importante à faire, ça reste de réduire les émissions. Et aucune de ces trois stratégies ne peut se passer d'une action plus fondamentale de réduction d'émissions. Et donc il y a aussi un risque potentiel qu'elle ne détourne l'attention de la lutte principale, qui est la lutte pour réduire les émissions et donc pour neutraliser les infrastructures qui produisent des combustibles fossiles. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Andreas, pour ce bilan, je dois dire, assez inquiétant, si ce n'est terrifiant, sur la suite des événements et le stade du capitalocène où nous sommes rendus. Cela dit, évidemment, ça pose immédiatement la question de l'action. Donc, je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions sans doute sur ce thème-là dans la salle. Je vais juste profiter du micro pour poser une première question. Et demander si du coup, pour toi, il est évident que la première action à mener ne serait pas d'empêcher tous ces méga-projets fossiles et d'empêcher tous les types de méga-projets actuellement. Et je pense notamment, par exemple, à la question des grands événements, notamment des JO 2024. Ça me tient un petit peu à cœur pour des raisons personnelles. The Olympics, okay. Where are they even going to be? I don't follow sports. Where will the Olympics be? Oh, you will have them here. Congratulations. Amazing. Good opportunity for political action, I guess. Well, yes. Hang on, I want to find something here. Oh, maybe I can't find it. Yeah. So, yes, one of the big fallacies in this debate is that all of these fossil fuel projects are inevitable, that they can't be stopped, that they are our fate, our destiny. But that isn't really the case. These projects that are completely incompatible with a 1.5 degree pathway, they just blow all the carbon budgets, are also vulnerable to political protest. And many of them can still be stopped, including the East Africa crude oil pipeline, where you've had Ugandan communities and climate groups, together with 350.org and other international networks, waging a fairly successful campaign against banks and insurers and sort of convinced or compelled them to withdraw funding for this pipeline. So I think there are now only 3 banks left in the project, and if they go down as well,
then it's going to be hard for this project to continue because it requires that sort of funding and insurance from banks and stuff like that. Yeah, this is just one example. Alors, bon, Andreas Malm est très content d'apprendre que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris l'an prochain et trouve que ce sera une bonne occasion d'action politique. Bon, et pour ce qui est des actions à mener, en fait, tous ces projets, ces méga projets reposant sur les combustibles fossiles, qui risquent d'augmenter le réchauffement à plus de 1,1 degré sont en fait très vulnérables. Et donc une des erreurs, ce serait de penser qu'ils sont inévitables, que c'est une espèce de destin et qu'on ne peut rien faire contre. Alors qu'en vérité, dans plusieurs cas, grâce à des militants pour le climat qui se sont mobilisés, à des groupes locaux, certains de ces projets ont été stoppés ou mis en suspens, notamment parce que, par exemple, les militants ont réussi à faire pression sur les banques et les compagnies d'assurance pour qu'elles retirent leur financement de ces méga projets fossiles. Another very egregious case that I didn't mention is the Democratic Republic of Congo that last year announced, because Total has been asking for it and some other companies as well, that they would auction off oil blocks in their rainforests, extremely ecologically sensitive peatlands that hold an enormous amount of CO2. But there was an international outcry, and several of the companies had to say that no, we're not going to invest here, and this auction was postponed. It might still happen, but again, it's a case where you see that these projects will not necessarily go through by some kind of a force of nature. I mean, it's not like these projects arrive on Earth as stars move in orbit, or day succeeds night or something like that. These are projects that materialize through decisions, which means that they can also potentially be stopped. Et un autre exemple, c'est en République démocratique du Congo. Total avait le projet de vendre aux enchères certaines parties de la forêt tropicale, et notamment des zones tourbières qui contenaient du pétrole. Et il y a eu un tel scandale et un tel mouvement d'opposition que certaines compagnies pétrolières qui s'apprêtaient à investir et à acheter ces lots se sont retirées, et donc pour l'instant le projet est suspendu. Et donc il faut bien avoir en tête que ces projets ne tombent pas du ciel, ne sont pas aussi inéluctables que la nuit qui succède au jour, mais que ce sont des décisions et que du même coup ils peuvent être entravés. I want to mention one more paper that was published in a Journal of Climate Science in 2020, perhaps the most inspiring paper to appear in climate science in recent years, written by a team of researchers largely based in Barcelona, and they had looked at something like 400 cases of what they call place-based resistance against fossil fuel projects. So people in the vicinity of a pipeline or a mine being planned, marching, petitioning, demonstrating, divesting, blockading, and engaging in other kinds of direct action. And on average, 1 in 4 of the projects that faced this kind of resistance was cancelled. Now, 1 in 4 is not a success rate good enough for resistance, but it certainly proves that the enemy isn't invincible, that these projects can in fact be stopped. So people who care about these things and who want to limit global warming would then presumably try to join this kind of resistance and increase its success rate. So in response to your question, yes, that is what is most urgently needed. And here a fairly significant responsibility falls on movements in France, given the outsized role of Total, a company based in this country, to try to increase the pressure on that company to desist from its crimes. Et en fait, un autre article publié assez récemment s'est intéressé au mouvement de résistance locale contre tous ces projets d'infrastructures fossiles, et a réussi à montrer que par l'action de groupes qui se sont mobilisés localement contre ces grands projets, alors de plein de façons, ça pouvait être des manifestations, des pétitions, des blocages, etc., 1 sur 4
de ces projets a pu être annulé. Donc alors 1 sur 4, ça peut ne pas paraître suffisant comme taux de réussite et de résistance, mais ça montre bien en vérité que, en tout cas, ces projets ne sont pas invulnérables. Et donc, pour répondre à la question posée, oui, évidemment, c'est l'urgence, mais c'est aussi ce qu'on peut faire. Et le type de manifestation qui a eu lieu aussi devant Total en France sont le genre de manifestations de mouvements auxquels on peut se joindre et qui donne un peu un modèle de ce qu'on peut faire contre ce genre de méga projets fossiles. On va prendre 2 premières questions. Yes, so hello, I read in the question in English. So first, I would like to thank you very much, Andreas. I'm very happy to hear such a speech in a such particular moment and sequence in France. Establishing a strong link between capitalism and climate change must be the heart of any political speech and of a real ecologist. My question will be on what do you think about the collapsing and the collapsing thinking in the scientific movement? Because many people are afraid of this collapsing, and we are sometimes, as climate and political activists, criticized on this subject. But I think it will be a real switch to a new society based on happiness, harmony, and equality between humans. So, what are your thoughts on that? I'm not sure I understood. What collapse did you refer to? The collapsing of the economy, the collapsing of the planet, and the society in general. So you're asking what my view of a general collapse is? Yeah, because many people are telling us, the ecologists, that we create the collapsing, and we are like too much alarmist. And saying that collapsing is the pure disaster, instead it can be. Yeah. Okay. Oh, you have the collapsologists in mind? That's what you're thinking about? Collapsology, the idea that collapse. For example, in France there is a Pablo Servigne, and these guys are criticized because they're saying that they are moving the people by the fear. Yeah. Okay. Yeah, so I've sort of heard rumors of this French scene of collapsology, and I mean, you see it in other countries as well, but it seems to have a moment here. I haven't read this work closely, so I don't really know their arguments, but as far as I understand, it's something along the lines that collapse is inevitable, and we're going to have to prepare for it and maybe move out in the countryside and build our enclaves or whatever to try to adapt. I don't think that's a meaningful way of approaching the problem for several reasons. First of all, nothing is predetermined. I mean, things are likely to go wrong. This graph that I showed you clearly indicates that it's very probable that we will exceed 1.5, 1.72 degrees of global warming, because that's where the trends are pointing. But it's not physically, technically, objectively, in any sense, impossible to make this extremely abrupt break with business as usual. It would just require a Herculean effort, but that's what revolutionary politics is. And like I said, it's very clear from the various cases of shutting down fossil fuel projects across the world that you can make an impact. So if you want to make sure that collapse doesn't happen, which presumably would be the objective, then what you do is you try to join these forces and buttress the resistance. And I also think, I've argued this elsewhere, that the idea that
we're all doomed, we're all going to die, so we better just prepare for it and adapt. Well, that's an idea that comes from privileged sections of humanity, and it's unthinkable that it would come from anywhere else. You would never hear farmers in Balochistan coming up with the idea that collapse is inevitable, so now we're going to try to adapt to it, because they simply don't have the resources to undertake that kind of adaptation. Which means that this sort of preparing for the collapse as best as we can is a middle-class luxury, or even a bourgeois luxury, that I don't think really counts as a form of progressive politics. I don't know if this is a response to your question, but these are some of my thoughts. Yeah. Je vais traduire en résumant. Oh, sorry, I forgot control. Bon, je connais pas de très très près la collapsologie, j'ai pas lu assez. D'après ce que je comprends, c'est l'idée que on court vers un grand effondrement et donc que la seule chose à faire, c'est de penser l'après, aller à la campagne, se construire des abris, etc. Bon, évidemment, pour moi, c'est une mauvaise réponse au changement, au problème climatique, et c'est une mauvaise réponse parce que c'est une réponse qui imagine que le réchauffement est prédéterminé. Et ce que je vous ai montré sur le graphe, c'est que ce réchauffement et le dépassement des 1,5 degré est probable, mais il n'est pas non plus impossible que la chute drastique qui mène au non-dépassement du seuil des 1,5 degré se produisent. Bon, alors évidemment, ça requiert beaucoup d'efforts, mais la révolution, c'est ça. Donc, ça me semble une réponse plus appropriée que la collapsologie. Et je voudrais souligner aussi que cette idée qu'en fait, on va tous mourir et qu'il faut s'adapter, voir ce qu'on va faire, c'est un luxe bourgeois. Et que seulement une toute petite fraction de la population peut penser en ces termes, puisque les autres n'ont pas les moyens de s'adapter. Donc, oui, en 3 mots, la collapsologie est un luxe bourgeois. Sorry. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, en fait, elle a trait à ce que vous décrivez et l'urgence, et on l'a vu sur vos graphiques, en fait, d'une transition et d'une révolution pour notamment limiter les émissions de CO2 et vraiment endiguer rapidement la hausse des températures. Comment on fait pour articuler donc cette urgence avec, je pense, par rapport à notre pensée politique dans notre camp, en fait, un projet d'émancipation et de démocratie, le fait de rendre les clés du pouvoir au peuple? Comment on articule cette urgence de la bifurcation avec un projet démocratique? Well, the link to democracy, to me, is fairly obvious, because the situation now is profoundly undemocratic in the sense that you have people who have no popular mandate, who are completely unelected, impervious to any kind of democratic control, taking the central decisions that determine the fate of humanity. So when the bosses of BP or ExxonMobil or Saudi Aramco decide that we're going to ratchet up investment and increase production, and we're going to do it even more than we had planned because we're drowning in profits, then these decisions are taken outside of the sphere of democracy. So mitigation of the climate crisis is, by definition, a question of exercising public control over decisions about investment in energy. Which means that you need to take these entities that now operate outside of democracy into and subject them to the sphere of democracy. So in the case of France, that would mean, as far as I can tell, nationalizing Total, taking it over and subjecting it to popular mandate and democratic control, and forcing that company to become something different than what it is now. Because you can't have an oil and gas company in this moment in history any longer. These kind of companies just have to go. Their business model has to be terminated. And this is not going to happen as long as Total is a privately owned company operating outside of democracy, because then it's subject to the competitive rules of capitalism. The only way to ensure that that could happen potentially is to socialize the company, take it over, and give it other decrees. That would mean an expansion of democracy by definition. It would mean taking things that are now outside of democracy under control.
En fait, le lien entre la lutte climatique et la lutte pour l'émancipation et pour plus de démocratie est évident, puisque tout le problème vient du fait que ces compagnies pétrolières opèrent en fait hors de toute démocratie. Ce sont des compagnies privées qui n'ont pas de mandat populaire et qui prennent donc toutes ces décisions d'investissement dans les énergies fossiles, hors de toute espèce de contrôle démocratique. Et donc, la lutte pour le climat qui veut réinstaurer un contrôle public, une régulation publique de ces entreprises privées de combustibles fossiles est évidemment et en soi un projet démocratique. Alors pour Total, enfin pour la France en tout cas, ça impliquerait par exemple la nationalisation de Total. Et c'est seulement en socialisant, en nationalisant ces compagnies qu'on peut mettre un terme à leur modèle et ces compagnies doivent, en l'état, elles doivent disparaître. Just to follow up on this also, I don't think that showing people this graph of the 1.5 curve is going to prompt them to engage in revolutionary politics. I mean, it's not like people see a graph and then they go out and riot or whatever. That's not how it works, but the way to articulate the need for this kind of politics is, I think, primarily to seize the opportunities that now seem to come every summer, at least, of telling people that if you think this is bad, this summer of wildfires that we're having, an extreme drought and no water in the rivers and so on, you need to understand that if things continue as now, 10 years or even just 1 or 2 years from now, these things will be immeasurably worse. So if you're worried now, then you need to join us in this protest that we're having, or something along these lines. I mean, it's not sufficient to say, as Macron said last year, that we're going to deal with these wildfires by getting more planes to water bomb the fires. There's no way that we can water bomb ourselves to safety if we have temperatures increases that are out of control. This is the point that the movement has to insist on in the moments of climate disaster, that the only way to get these things out of control is to try to get energy production and consumption under control. Je tiens à préciser que je n'ai pas la naïveté de croire que c'est juste en montrant un graphique aux gens qu'ils commencent à faire la révolution. Mais en fait, c'est par contre assez facile de faire entendre aux gens que, étant donné l'ampleur des catastrophes naturelles déjà existantes, on va dans le mur. Et donc c'est assez facile de dire, regardez en fait les feux de forêt qu'il y a eu l'été dernier, les inondations, etc. Bon, si ça vous inquiète déjà, qu'est-ce que ce sera dans quelques années. Et donc de cette façon, on peut convaincre des gens de joindre les mouvements de protestation pour le climat. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier pour votre intervention et rebondir sur les deux questions qui ont été posées sur la collapsologie et la démocratie. Je crois qu'effectivement le terme de capitalocène vient réintroduire une certaine politisation de la question. C'est-à-dire que ce n'est plus un problème lié à l'humanité, mais à un mode particulier d'organisation de nos sociétés. De la même manière, montrer des chiffres sur la catastrophe, etc., on pourrait laisser penser à quelque chose d'assez dépolitisant. C'est-à-dire qu'en fait, on réagit à quelque chose, on réagit à une catastrophe. Mais ma question, c'est quel est le choix de société qui va être sous-jacent à un choix démocratique? C'est-à-dire que quand bien même il n'y aurait pas de catastrophe, est-ce qu'il faudrait quand même choisir la sobriété, la justice sociale, etc. C'est-à-dire en fait sur quelles valeurs on va fonder un choix de société démocratique? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au sujet de la nature, comment réintroduire la nature dans le champ politique en dehors de la catastrophe? En sachant que si la catastrophe est dépolitisante, pour quelles raisons est-ce qu'on va protéger la nature en elle-même? Dans la mesure où, par exemple, la nature en soi n'a pas beaucoup de sens pour le marxisme et que la notion de nature est elle-même porteuse d'essentialisation des rapports sociaux. Voilà. Donc ma question c'est comment préserver la démocratie dans le changement politique et sur quelles valeurs se fonder, comment réintroduire la nature en dehors de toute préoccupation de type catastrophiste.
easy one. Okay. Okay. Okay, if I get this question correctly, it's a very broad one. Yeah, well, you're asking how do we conceptualize and value nature outside of the current fixation with climate breakdown and catastrophe or something like this? Okay, yeah. Well, one way for me personally to answer this question would be to say that I have since a few years a project to write a book of history about how people in various periods who have been oppressed or persecuted have used wild nature as a resource in their struggle to survive and to fight their oppressors. So this started for me with an interest in the Maroons, slaves who ran away from the plantations in the Americas out into the wild, into the forests or the swamps or the mountains to hide from the masters and fight against them. And then I stumbled upon case after case, so Jewish partisans during the Second World War who did similar things. I went back into history, and of course the sort of oldest, most canonical history of this story of this is the Exodus story, where you had the Israelite slaves clamoring to get out into wild nature to get away from the tyranny of their exploiters. You know, the Israelite slaves wanting to get out into the wild. Let us go into the wild, they tell the Pharaoh when they negotiate. Yeah. Donc, en fait, j'ai un livre en projet depuis assez longtemps, un livre d'histoire qui s'intéresse sur la façon dont, à diverses époques et dans divers contextes, des populations opprimées ont pu avoir recours à la nature sauvage, à la fois comme ressource et comme moyen de combattre leurs oppresseurs. Alors bon, il y a plusieurs exemples. Un exemple, ce serait le cas des esclaves marrons qui s'enfuyaient des plantations et qui ensuite se réfugiaient dans les montagnes un petit peu. Je me suis aussi intéressée au cas des partisans juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis en remontant beaucoup plus loin au cas de l'Exode. And my own fascination with this sort of subaltern tradition, or people going into the wild for various reasons, is partly because it sort of points towards how shall we put this? A progressive valorization of nature that is not dominated, that is not under control. And that this has actually been a living tradition throughout history, from the very birth of class society in ancient Egypt up to present times. However, personally, I'm constantly finding myself forced to put this project on the shelf to try to instead say something about the ongoing catastrophe. So I never get to write this book, because it's a fucking climate breakdown happening before our eyes. And it seems a bit quaint to sit and think about what happened during the pharaonic period or early medieval Europe, when people went into the wild to get away from their oppressors instead. You see what I mean? So for me, as a personal response to the question, I wish that we had the time to think about nature in some sort of general sense outside the actual context of its complete breakdown that's happening right now. But I find it very difficult to do so. I don't know if this is a response to your question at all, but it was a bit hard for me to follow. Yes. Oui, et donc en fait, ce qui m'intéresse dans tous ces exemples, c'est une espèce de tradition vivante qui peut remonter jusqu'à la constitution d'une société de classe en Égypte ancienne,
Donc une tradition vivante d'un rapport à la nature, enfin d'une nature valorisée et d'une nature non dominée. Mais ceci étant dit, malgré mon intérêt pour tout ça, j'ai tout le temps un peu le réflexe de laisser ces travaux de côté et de me dire qu'en fait l'urgence, c'est la crise climatique actuelle dans laquelle on est plongé. Et donc j'aimerais qu'on ait le temps, et moi de pouvoir avoir le temps de réfléchir à la nature, mais il y a aussi l'urgence climatique pressante dans laquelle on se trouve. But you know, when you start thinking about wild nature and the value of it, again, you're drawn into the fact that there's almost no wild nature left. And that if you think about these things today, it's again inevitable to think about it in terms of catastrophe. You know, the ecological crisis isn't just climate breakdown, it's all the other catastrophes that are happening as well. And speaking of wild nature, there was a report that came out just the other day that showed that the total weight, the body mass of humanity now is like several times bigger than all the collected weight of wild animals on Earth, which is like shrinking year by year by year. So, and obviously this is absolutely disastrous, and we don't want a planet that's turned into a complete plantation where humanity is in full control of all living beings, and we don't have any wild nature left. But that's where we're going. And that's a crisis that's even bigger, or, well, it's beyond the climate crisis. It's not bigger in the sense that it's more urgent, but it's something larger than the climate crisis. So it's not only this, but I find it very hard to think about nature without taking into account the catastrophic things that are happening right now. Yeah. En fait, ce qui rend difficile de penser à la nature sauvage, c'est qu'il y en a de moins en moins de nature sauvage. Oui, la quantité de nature sauvage qui reste est de plus en plus réduite. Et on a atteint un niveau où, pris tous ensemble, les humains pèsent beaucoup plus que les animaux qui restent. Et pour cette raison, c'est assez difficile de penser à la nature sauvage hors de la configuration présente et donc le fait qu'elle soit très menacée. C'est pas que la crise climatique soit plus urgente, mais en tout cas c'est pris dans cette situation plus générale. Bonsoir. First of all, thank you for talking about ECOP and Total tonight. Ce soir, dans la salle, on est assez nombreux à être venus innocemment, en ne pensant pas que vous parleriez de ça directement, mais il y a beaucoup de militants et de militantes contre Total Energy qui sont présents dans la salle ce soir. Et j'ai demandé la permission de pouvoir présenter notre groupe très rapidement. On est un groupe présent dans toute la France et dans le monde entier qui est chapeauté par une coalition internationale avec des associations ougandaises et tanzaniennes. Et on se bat en France contre Total Energy et contre le projet ECOP. J'aimerais juste du coup nous rendre visibles. On est là, je suis disponible, nous sommes toutes et tous disponibles pour répondre à votre question et vous accueillir. On fait des actions dans la joie, dans le respect, dans l'inclusivité. On est toutes et tous leaders chez Stop ECOP et chez Stop Total. Et on a hâte de venir vous parler ce soir si c'est possible, si vous intéresse. Et encore merci d'avoir eu l'occasion de prendre la parole sur ça. Merci beaucoup. Je vais simplement vous dire merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, on aura un moment après, on pourra échanger de manière informelle, parce que je pense qu'on approche des 9h et qu'on va prendre encore une question. Il sera le temps de conclure, mais on est encore présent et il y a toujours des possibilités d'échanger et justement de prendre les contacts militants qui sont dans la salle et qui sont nombreux dans la salle. Merci à vous. Bonsoir, mais... Pardon. Ah oui, il voulait répondre. Oui, merci beaucoup à Andreas d'avoir accepté cette chaire du département de géographie de l'Institut la Boétie.
il y a quelque chose qui avait suscité une certaine curiosité en moi au début février, lorsque le département de philosophie de la Sorbonne, université à Paris, a invité Éric Pinault de l'Université de Québec à présenter ses travaux sur l'économie, sur comment intégrer les dimensions climatiques, écologiques en général en économie. Dans la discussion, il a été beaucoup question de capitalocène et des travaux d'Andreas Malm. Et il avait mentionné le fait qu'il y aurait des rencontres, des échanges assez intéressants, des fois assez contradictoires, avec les géologues qui travaillent sur les définitions des périodes géologiques. Alors, sans entrer forcément dans quelque chose de très universitaire, il était question d'alliances stratégiques entre chercheuses et chercheurs en sciences humaines, chercheuses et chercheurs en géologie, en physique, et avec le monde militant. Est-ce que Andreas pourrait nous en dire un petit peu plus sur ces rencontres, sur ces échanges et sur ce qu'on peut espérer et ce qu'on peut en attendre? Merci beaucoup. Okay, well, I just want to briefly mention that in the demo today I saw a banner that said, I shouldn't try to pronounce it in French, but something like climatologue en grève, or as I understood it, climatologists striking, which was to me pretty heartening that you had a presence of climate scientists in this movement today. Again, a pretty unique thing for France. You wouldn't see Swedish or, I think, British or any other climate scientists joining a movement like this. But it's fascinating as, you know, a fringe phenomenon. I don't think that scientists can ever be a really important part of a revolutionary subject. I mean, the revolution will never begin by scientists doing one thing or the other. I mean, they can tell us that a revolution is necessary, but they're never going to form the shock troops that storm whatever palace needs to be stormed. So academics can and should join the ecological and social struggles, and we can have all sorts of alliances, and there are, you know, outfits like Scientist Rebellion, the kind of scientist wing of XR, although I am a little bit dubious of what they've said recently. They've been very clear that now we should announce that the 1.5 degree target should be buried. We're going to miss it. I'm not sure that that's the right thing to say at this moment. But I mean, what they're doing generally is that they bring scientists into the climate struggle and they endorse civil disobedience, and that's a good thing. So clearly, you see these kind of trends in the scientific community where more and more researchers working on climate are also becoming activists, which is a good thing. But it's not going to massively tip the scales that you get some geologists on board, because geologists are pretty few to begin with, and they're not in a position to change society the way that workers on the streets of this country are. You see what I mean? I don't know if that makes sense. Yeah. Oui, alors, à la manifestation aujourd'hui, j'ai vu une pancarte qui disait que les climatologues sont en grève, et j'ai trouvé ça très encourageant, et encore une fois, tout à l'honneur de la France, puisque c'est pas en Suède que ça se produirait. Donc c'est une excellente nouvelle que les scientifiques rejoignent le mouvement climatique et les mobilisations. Ceci étant dit, au mieux, ils pourront théoriser la révolution, mais ce n'est pas à d'eux que la révolution pourra advenir, et ce n'est pas eux qui constitueront les troupes d'élite susceptibles de prendre d'assaut le palais d'hiver ou tout autre palais.
Donc c'est une très bonne chose et c'est encourageant de voir une espèce de politisation et une radicalisation des scientifiques, notamment dans le groupe Scientific Rebellion ou l'aile plus scientifique ou universitaire de Extinction Rebellion. Dont une partie d'ailleurs milite en ce moment pour qu'on reconnaisse ouvertement le fait qu'il n'est plus possible de respecter le seuil des 1,5 degrés et qu'on va le dépasser. Bon, ça, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée ou la chose à faire, mais bon, en tout cas, ce mouvement général de politisation des climatologues notamment est très encourageant. Mais ce n'est pas d'eux, c'est des travailleurs dans les rues aujourd'hui que viendra la révolution. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de conclure. Et il me reste donc déjà à vous remercier, à remercier d'abord Andreas Malm pour cette conférence. Je dois aussi remercier en fait toutes les personnes qui sont venues assister à cette conférence. Merci d'être venus. Merci aux militants que nous allons contacter prochainement, peut-être pour les actions contre Total. Toutes les équipes techniques qui ont permis cette rencontre. Oui, merci à vous. Et il me reste enfin à annoncer plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que Andreas reviendra à l'automne pour parler plus spécifiquement des stratégies politiques. Et donc j'espère que vous serez présents. Et il y aura d'autres questions qui viendront. Et donc on aura une deuxième intervention au sein de cette chaire de géographie. Et je profite aussi de cette conclusion pour dire qu'il y a des événements aussi en termes de géographie qui sont assez enthousiasmants à venir en avril, puisque le géographe radical David Harvey, qui est le géographe le plus cité au monde, va venir le 8 et 12 avril. Notez ces dates et inscrivez-vous de la même manière que vous êtes inscrits. Donc je le rappelle, le 8 et le 12 avril. De manière générale, donc, je vous invite également à suivre les activités de l'Institut La Boétie pour avoir toute cette actualité. Il y a aussi le 1er avril un événement sur la planification écologique et un débat sur la planification écologique. Donc le mois d'avril sera chargé. Et je termine en vous disant qu'il y a de quoi donner de l'argent pour les caisses de grève à l'entrée, et aussi que vous pouvez désormais donner en ligne pour soutenir les activités de l'Institut La Boétie. Vous avez la possibilité de faire des dons si vous le souhaitez, pour que nous continuions à faire ce genre d'événements et à recevoir aussi des penseurs qui sont très importants, les penseurs de notre époque qui sont déterminants. Je vous remercie vraiment d'être venus. Et j'ai oublié quand même de remercier Marion qui a fait un travail exceptionnel, qui nous a permis de suivre. Merci beaucoup.